Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà atteint leurs objectifs financiers à l'aide du livre audio « L'investisseur intelligent », un livre de conseils pratiques de Benjamin Graham et Jason Zweig. Vous cherchez un livre à écouter avant de démarrer en bourse, un guide complet et pratique avec beaucoup d'exemples? Vous avez de la chance. L'objectif de ce livre audio est d'apporter, dans un langage adapté aux néophytes, des conseils pour mettre en place une stratégie d'investissement et s'y tenir. Lors de l'écoute, vous allez apprendre quelle est la différence entre investissement et spéculation, comment lutter contre l'inflation, quelle stratégie il faut adopter, défensive ou offensive, comment gérer la fluctuation des marchés, que choisir, actions, obligations ou fonds de placement, et pourquoi, comment constituer un portefeuille qui corresponde à vos objectifs, que faire lors des marchés baissiers et haussiers, quelles sont les erreurs de débutants à éviter en bourse, et beaucoup plus encore. Investir en bourse peut être risqué. En tant qu'investisseur, vous connaîtrez des périodes de baisse, plus ou moins longues. Il faut être prêt à tout pour réussir. L'investisseur intelligent, ouvrage classique, est votre chance à apprendre à investir comme un pro. Chapitre 1. Investissement versus spéculation, résultats attendus par l'investisseur intelligent. Ce chapitre donne un aperçu des points de vue qui seront exposés dans le reste du livre audio. En particulier, nous souhaitons développer dès le début notre concept de stratégie de portefeuille appropriée pour l'investisseur individuel non professionnel. Investissement versus spéculation. Qu'entendons-nous par investisseur? Au fil de ce livre audio, le terme sera employé par opposition à spéculateur. Déjà en 1934, dans notre ouvrage Security Analysis, nous avions tenté de formuler précisément la différence entre les deux termes comme suit. Un investissement est une opération qui, après analyse minutieuse, garantit la sécurité du capital et promet un rendement adéquat. Les opérations ne satisfaisant pas à ces critères sont dites spéculatives. Si nous nous sommes tenus à cette définition ces 38 dernières années, il vaut la peine de noter les changements radicaux dans l'emploi du terme investisseur durant cette période. Après la Grande Dépression de 1929-1932, toutes les actions ordinaires étaient largement considérées spéculatives par nature. Une figure éminente a même déclaré platement que seules les obligations pouvaient être considérées comme des investissements. Nous avons donc dû défendre notre définition contre l'accusation qu'elle donnait une portée trop étendue au concept d'investissement. Notre préoccupation est à présent tout l'opposé. Nous devons dissuader nos auditeurs d'accepter l'usage courant qui nomme investisseurs tous ceux qui s'intéressent à la bourse. Dans notre édition précédente, nous avions cité le gros titre suivant qui figurait à la une de notre principal journal financier en juin 1962. Petits investisseurs pessimistes vendent à découvert. En octobre 1970, le même journal publiait un éditorial critiquant ce qu'il estimait être des investisseurs imprudents, qui, cette fois, se bousculaient pour acheter des titres. Ces citations illustrent bien la confusion qui domine depuis de nombreuses années l'emploi des mots investissement et spéculation. Considérez la définition de l'investissement suggérée précédemment et comparez-la à la vente de quelques actions par un néophyte qui ne possède même pas ce qu'il vend et est convaincu qu'il pourra les racheter à moindre prix. Il vaut la peine de faire remarquer que quand l'article de 1962 est paru, le marché avait déjà connu un déclin prolongé et se préparait alors à un rebond encore plus important. C'était à peu près le pire moment possible pour vendre à découvert. Dans un sens plus général, l'expression « investisseurs imprudents » employée plus tard pourrait être considérée comme un oxymore amusant, un peu comme « avare dépensier » s'il n'était pas si dangereux. Le journal a employé le terme « investisseur » dans les deux cas, car, dans le parler de Wall Street, quiconque achète ou vend un titre est devenu un investisseur, indépendamment de ce qu'il achète ou pour quelle raison, à quel prix ou si c'est comptable ou à découvert. Comparez ceci à l'attitude du public envers les actions en 1948, époque à laquelle plus de 90% des sondés étaient opposés à l'achat d'actions au motif qu'elles étaient risquées, un pari,
pour la moitié d'entre eux, et qu'ils ne s'y connaissaient pas pour l'autre. Il est effectivement ironique, bien que peu surprenant, que les actions de toutes sortes aient été généralement considérées comme hautement spéculatives ou risquées à une époque où elles se vendaient au cours le plus attrayant et allaient bientôt effectuer leur plus rapide ascension de l'histoire. Inversement, le fait même qu'elles avaient atteint des niveaux sans aucun doute dangereux, sur base d'expériences passées, les a ensuite transformées en investissements et tout le public d'actionnaires en investisseurs. La distinction entre investissement et spéculation en bourse a toujours été utile, et sa disparition est préoccupante. Nous avons souvent dit que Wall Street, en tant qu'institution, aurait tout intérêt à rétablir cette distinction et insister dessus dans toutes ses transactions avec le public. Faute de quoi, la bourse pourrait un jour se voir reprocher des pertes spéculatives importantes, qu'auront subi ceux qui n'auront pas été informés correctement. Ironiquement, une fois de plus, la majorité des récents embarras financiers de certaines firmes boursières semble venir de l'achat de titres spéculatifs en fonds propres. Nous espérons que l'auditeur sera plus clairvoyant quant aux risques inhérents aux placements boursiers, risques inséparables des opportunités de plus-value qu'ils offrent et qui doivent tous deux figurer dans les calculs de l'investisseur. Ce que nous venons de dire indique qu'il pourrait ne plus exister de stratégie d'investissement en actions représentatives pures, dans le sens où l'on peut toujours attendre de les acheter à un cours qui n'implique aucun risque de perte de marché ou de cotation assez conséquent pour être inquiétant. La plupart du temps, l'investisseur doit reconnaître l'existence d'un facteur spéculatif dans ses placements en actions. C'est à lui de minimiser cet élément et de se préparer financièrement et psychologiquement à de mauvais résultats sur une durée courte ou longue. 2 paragraphes devraient être ajoutés sur la spéculation boursière en soi, à distinguer du facteur spéculatif à présent inhérent à la plupart des actions. La spéculation pure et simple n'est ni illégale, ni immorale, ni, pour la plupart des gens, bonne pour le portefeuille. En outre, une certaine spéculation est nécessaire et inévitable, car tout placement s'accompagne d'un potentiel de bénéfices et de pertes substantielles, et ce risque doit donc être assumé par quelqu'un. La spéculation est bénéfique à 2 niveaux. D'abord, sans spéculation, des startups non éprouvées, comme Amazon.com, ou avant celle-ci, Edison Electric Light Co., n'auraient jamais pu lever le capital nécessaire pour se développer. La perspective alléchante, mais hasardeuse, d'un immense gain est l'huile qui lubrifie la machine de l'innovation. Ensuite, le risque est échangé, mais pas éliminé, chaque fois qu'une action est achetée ou vendue. L'acheteur achète le risque préliminaire que cette action puisse baisser. En attendant, le vendeur conserve toujours un risque résiduel, celui de voir monter le cours de l'action qu'il vient de vendre. Il existe de la spéculation intelligente comme il existe de l'investissement intelligent. Mais il existe de nombreuses manières de spéculer inintelligemment. Parmi celles-ci, les principales sont 1. Spéculer quand vous pensez investir. 2. Spéculer de manière sérieuse au lieu d'en faire un passe-temps, quand il vous manque les connaissances et compétences nécessaires. Et 3. Spéculer plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre d'en perdre. Selon notre opinion prudente, tout investisseur non professionnel opérant un compte sur marge devrait reconnaître qu'il spécule ipso facto, et il est du devoir de son courtier de le conseiller dans ce sens. Un compte sur marge vous permet d'acheter des actions avec de l'argent emprunté à une maison de courtage. En investissant des capitaux empruntés, vous gagnez plus quand les cours montent, mais vous pouvez perdre gros quand ils baissent. Les actions achetées sont laissées en garantie du prêt, aussi vous devez débourser de l'argent si leur cours tombe sous le montant emprunté. De même, tout investisseur achetant une action recherchée ou un quelconque titre de manière similaire devrait reconnaître qu'il spécule ou mise. Spéculer est toujours fascinant et peut être très amusant tant que vous avez une longueur d'avance. Si vous voulez tenter votre chance, mettez de côté une portion, le moins, le mieux, de votre capital dans un fonds séparé à cette fin. N'ajoutez jamais d'argent sur ce compte au motif que le marché monte et que les bénéfices rentrent. C'est au contraire le moment de penser à retirer vos gains de votre fonds spéculatif. Ne mélangez jamais vos opérations d'investissement et de spéculation sur vos comptes, ni dans vos pensées. Résultats attendus par l'investisseur défensif. Nous avons déjà défini l'investisseur défensif comme étant celui qui recherche avant tout la sécurité et l'absence de contraintes. En général, quel parcours devrait-il suivre et quelle rentabilité devrait-il espérer dans des conditions normales moyennes, si de telles conditions existent? Pour répondre à ces questions, nous allons commencer par prendre en considération ce que nous avons écrit à ce sujet il y a 6 ans,
avant d'aborder les changements significatifs dans les facteurs gouvernant le rendement attendu par un investisseur, et enfin ce qu'il devrait faire et à quoi il devrait s'attendre aux conditions actuelles. Début 1972. 1. Ce que nous disions il y a 6 ans. Nous recommandions que l'investisseur répartisse ses placements entre des obligations et des actions de première catégorie, que la proportion d'obligations ne tombe jamais sous 25% et n'atteigne jamais plus de 75%, le contraire étant nécessairement vrai pour la composante action. Que le choix le plus simple serait de maintenir une répartition de 50-50 entre les deux, en rééquilibrant quand l'écart dû au mouvement du marché atteignait, disons, 5%. Une stratégie alternative pouvait être de réduire la composante action ordinaire à 25% s'il sentait que le marché était dangereusement haut, et réciproquement l'augmenter jusqu'à 75% s'il sentait qu'un déclin boursier les rendait d'autant plus attrayantes. En 1965, l'investisseur pouvait obtenir un rendement d'environ 4,5% sur des obligations imposables de première qualité et de 3,25% sur des obligations non imposables. Le rendement en dividende des principales actions ordinaires, avec un Dow Jones à 982, n'était alors que de 3,2%. Ce fait, parmi d'autres, suggérait la prudence. Nous avions laissé entendre qu'à des niveaux normaux du marché, l'investisseur devrait pouvoir obtenir un rendement en dividende initial entre 3,5% et 4,5% sur ses actions, auquel devrait être ajoutée une appréciation continue de la valeur intrinsèque et du prix normal du marché, à peu près égale, donnant une rentabilité combinée, dividende plus appréciation, d'environ 7,5% par an. La répartition à parts égales entre obligations et actions rapporterait environ 6% avant impôt. Nous avions ajouté que la composante action devrait fournir un certain degré de protection contre la baisse de pouvoir d'achat causée par une inflation à grande échelle. Notez que les calculs précédents prédisaient une hausse du marché boursier bien inférieure à celle survenue entre 1949 et 1964. Pendant cette période, la hausse annuelle des cours a moyenné bien plus de 10% pour l'ensemble des actions cotées en bourse et était généralement considérée comme représentative du futur. Peu de gens étaient prêts à envisager sérieusement la possibilité que la croissance rapide du passé signifiait que les cours étaient à présent surévalués, et donc que les merveilleux résultats depuis 1949 laissaient présager non pas de très bons, mais de mauvais résultats à l'avenir. 2. Ce qui s'est passé depuis 1964. Le principal changement depuis 1964 a été la hausse des taux d'intérêt des obligations de première catégorie pour atteindre des niveaux inégalés, même s'il y a eu une légère diminution depuis 1970. Le rendement offert par de bonnes obligations d'entreprise est à présent d'environ 7,5% et plus, contre 4,5% en 1964. Entre-temps, le rendement en dividende des actions de type Dow Jones a bien augmenté lui aussi pendant le déclin du marché de 1969-70. Mais, à l'heure où nous écrivons ceci, avec un Dow à 900, il est de moins de 3,5%, contre 3,2% fin 1964. La hausse des taux d'intérêt a entraîné une dépréciation maximum d'environ 38% du cours des obligations à maturité moyenne, disons 20 ans, durant cette période. Ces développements ont un aspect paradoxal. En 1964, nous avions discuté en détail de la possibilité que le cours des actions puisse être trop élevé et sujet à un déclin sérieux. Mais nous n'avions pas considéré spécifiquement la possibilité qu'il arrive la même chose aux obligations de première catégorie, ni qui que ce soit à notre connaissance. Nous avertissons qu'une obligation à maturité longue peut voir son cours varier radicalement en réponse à l'évolution des taux d'intérêt. Au vu de ce qui s'est passé depuis, nous estimons que cet avertissement, ainsi que les exemples cités, n'étaient pas suffisamment appuyés. Car le fait est que si l'investisseur avait investi dans le Dow Jones à son cours de clôture de 874 en 1964, il serait légèrement gagnant fin 1971. Même au niveau le plus bas de l'indice, 631 en 1970, sa perte aurait été inférieure à celle de bonnes obligations à maturité longue. D'un autre côté, s'il avait limité ses investissements obligataires à des bons du Trésor américain, des titres d'entreprise à courte maturité ou des comptes d'épargne, il n'aurait encouru aucune perte de capital durant cette période et aurait touché des coupons supérieurs aux dividendes en actions. Il s'avère donc que les véritables équivalents monétaires étaient de meilleurs placements que les actions en 1964, et ce, malgré l'inflation qui aurait dû en théorie favoriser les actions par rapport aux instruments monétaires.
Le déclin des obligations à long terme était dû au développement du marché monétaire, un domaine complexe qui n'a d'ordinaire aucune incidence majeure sur la stratégie d'investissement des individus. Ne voyez là qu'un exemple parmi bien d'autres d'expériences historiques qui ont démontré le caractère imprévisible du futur cours des titres. Écoutez la phrase de Graham et notez ce que dit cet éminent expert financier. Ne voyez là qu'un exemple parmi bien d'autres expériences historiques qui ont démontré le caractère imprévisible du futur cours des titres. Le futur cours d'une action n'est jamais prévisible. Et tandis que vous poursuivez votre écoute de ce livre, notez comme tout ce que Graham vous dit a pour but de vous aider à appréhender cette vérité. Puisque vous ne pouvez pas anticiper le comportement des marchés, c'est votre propre comportement que vous devez apprendre à anticiper et contrôler. Le cours des obligations a presque toujours fluctué bien moins que celui des actions, et les investisseurs pouvaient généralement acheter de bonnes obligations à toute maturité, sans trop se soucier de la variation de leur cours. Il y a toutefois quelques exceptions à cette règle, et la période ayant suivi 1964 s'est révélée en être une. Nous aborderons à nouveau les fluctuations des cours obligataires dans un chapitre ultérieur. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.